Si on imagine un instant un parasite qui hiberne tranquillement à l'intérieur de notre propre corps. C'est une image assez glaçante pour commencer notre exploration. Ouais, surtout qu'il se nourrit pas de sang ou de nutriments normaux. Ce truc, il se nourrit exclusivement d'anxiété, de rancœur, enfin, de drame émotionnel. Et le pire, c'est que dès qu'un petit conflit éclate, il pirate notre système nerveux pour s'en gaver en fait. Exactement. Il nous force à dire et à faire des choses qu'on va regretter plus tard, juste pour assurer sa propre survie. Et ce scénario qui a l'air tout droit sorti d'un film de science-fiction horrifique, N'en est absolument pas un. voilà, c'est en réalité la mécanique hyper précise de notre propre esprit au quotidien, selon les notes assez fascinantes qu'on va explorer aujourd'hui. Des documents qui décortiquent vraiment les concepts centraux d'Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du moment présent. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ont déjà eu cette impression que leur cerveau refusait tout simplement de s'éteindre à 3 heures du matin, Oh oui, en repassant en boucle chaque petite erreur commise depuis le lycée, n'est-ce pas? c'est ça. Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui offre un mode d'emploi inespéré. Parce que le point de départ de nos sources est radical. La quasi-totalité de notre souffrance psychologique n'est pas causée par le monde extérieur. Non, c'est causé par une erreur de manipulation de notre propre conscience, en fait. Et c'est un renversement total de perspective. Complètement. Parce qu'on a tellement l'habitude de chercher les causes de notre mal-être dans notre environnement, genre nos relations ou notre compte en banque. Mais l'analyse de ces documents montre que le véritable architecte de cette détresse, il est interne. Il est dans notre tête. Bon, décortiquons tout ça. Avec plaisir. La première grande illusion qu'on entretient, la barrière initiale si tu veux, c'est cette croyance tenace qu'on est nos pensées. Qu'on est la petite voix qui parle, quoi. Voilà. Le mental humain, c'est une machine à analyser, à juger, à catégoriser en permanence. Il fragmente la réalité. Et lorsqu'on s'identifie complètement à ce flux incessant, on crée ce que Toll nomme l'ego. Et là, il faut préciser que l'ego, dans ce contexte, c'est pas l'arrogance ou la vantardise. Non, pas du tout. C'est un faux sentiment de soi. C'est une identité factice qui est entièrement construite par l'activité mentale. En gros, tant qu'il n'y a pas d'espace entre notre conscience et nos pensées, on est littéralement prisonnier de cette matrice. D'accord. Pour bien visualiser la chose, c'est un peu comme si on avait une radio allumée à fond, En permanence. en arrière-plan dans notre crâne. C'est une super analogie. Et le pire, c'est que cette radio diffuse majoritairement des fausses nouvelles, des fake news, des alertes anxiogènes sur nous-mêmes et sur le reste du monde. Toujours en boucle, oui. Mais le problème fondamental, c'est pas que l'évolution nous ait dotés de cette radio. Le vrai problème, c'est qu'on a totalement oublié qu'on pouvait juste écouter la diffusion sans croire un seul mot de ce qu'elle raconte, ou même réaliser qu'on n'est pas l'appareil en soi, quoi. On prend chaque émission pour la vérité absolue. C'est exactement ça. Le danger de cette radio, c'est pas le volume des pensées, c'est la fusion cognitive. La fusion cognitive, c'est-à-dire... L'auditeur devient l'émission. Et c'est là que la pratique de l'observation entre en jeu. Le texte propose une désidentification. Devenir le témoin silencieux de ses propres pensées. Donc, juste regarder la pensée passer sans réagir. Voilà. Ce n'est surtout pas un processus d'analyse supplémentaire. Il ne s'agit pas d'observer une pensée anxieuse et de se dire pourquoi est-ce que je pense à ça, il faut vraiment que j'arrête. Ah ouais, parce que ça, c'est juste la radio qui commande sa propre diffusion, non? Exactement. C'est encore l'ego. L'observation véritable, elle doit être neutre. Au moment où une personne regarde sa pensée avec la même distance qu'elle regarderait, disons, un nuage passé dans le ciel, une scission neurologique et psychologique s'opère. Une scission, tu dis? Oui, l'attention se retire du contenu de la pensée pour s'ancrer dans la conscience qui observe. Ok, donc si on parvient à prendre un peu de recul, à écouter cette radio mentale sans s'y identifier, on commence à se libérer. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que d'un point de vue évolutif, cette radio, elle a bien une fonction, non? Absolument, elle est vitale. Ah oui, parce que si on se projette plus du tout dans le futur, on se fait manger par le premier prédateur venu. Ou bon, dans notre monde moderne, on finit à la rue parce qu'on a oublié de payer son loyer ou ses impôts. C'est l'objection classique, et elle est très juste. Donc la planification, l'anticipation des dangers, c'est la base de la survie matérielle. Comment on gère la réalité logistique si on suit le précepte de rester scotché dans l'instant présent? Enfin, je veux dire, on ne peut pas juste ignorer que demain existe. Si l'on relie cela à une vue d'ensemble, la distinction cruciale abordée par nos sources, elle sépare ce qu'on appelle le temps de l'horloge du temps psychologique. Le temps de l'horloge.
Oui. Utiliser le cerveau pour planifier un budget, organiser une réunion de travail, ou même apprendre concrètement d'une erreur passée pour pas la refaire. Ça relève du temps de l'horloge. C'est le mental utilisé comme un outil pragmatique. Un peu comme un marteau dont on se sert pour planter un clou. C'est ça. Et une fois la tâche logistique accomplie, l'outil retourne dans sa boîte. La faille du système, elle survient quand ce processus cognitif bascule dans le temps psychologique. Et ça, c'est quand ça tourne mal. Oui, c'est le moment où le mental utilise le passé, le futur, pour construire une identité ou pour générer de l'émotion négative. Ah, je vois bien la nuance. Donc, noter sur son agenda payer le loyer mardi, ça c'est le temps de l'horloge. C'est l'outil. Parfaitement. Mais par contre, s'allonger dans son lit, fixer le plafond et s'angoisser pendant 3 heures en se disant « Et si je perds mon emploi, que je peux plus payer le loyer, que ma famille me rejette et que je finis tout seul sous un pont ?» Là, la radio s'emballe complètement. Voilà, ça c'est le temps psychologique. Et la radio diffuse son émission préférée, Le Voyage dans le temps. D'ailleurs, nos notes soulignent une réalité assez implacable. C'est que absolument rien ne s'est jamais produit dans le passé et rien ne se produira jamais dans le futur. C'est vertigineux quand on y pense. Oui, l'expérience de la vie est restreinte uniquement au maintenant. Le passé, c'est qu'une trace mémorielle qu'on active au présent. Et le futur, c'est juste une projection imaginée, là encore, dans le présent. Habitant. Quand la conscience est absorbée par ce temps psychologique, notre système nerveux ne fait pas la différence entre une menace réelle, immédiate, et une menace imaginée dans le futur. Le corps réagit comme si on était vraiment attaqué ? Exactement. Le corps sécrète du cortisol, de l'adrénaline, le rythme cardiaque s'accélère. Tout ça pour faire face à un événement catastrophique qui, techniquement, n'existe sous aucune forme tangible. On s'épuise à combattre des fantômes, en fait. C'est tout à fait ça. Et de la même manière, s'accrocher à l'identité du passé, Genre les traumatismes, les vieilles rancœurs. oui, s'accrocher à tout ça, ça garantit que ce passé continue de contaminer l'instant présent. Ce qui nous ramène directement à notre métaphore du parasite de tout à l'heure, parce que cette radio mentale, quand elle diffuse en boucle ces rediffusions toxiques du passé ou des alertes terrifiantes sur l'avenir, ça reste pas confiné dans l'intellect. Non, ça s'imprime physiquement. C'est ça. L'émotion générée se fige, elle se cristallise dans le corps. Et c'est ce que les documents appellent le corps de souffrance. Franchement, j'ai trouvé cette partie particulièrement frappante. On décrit ce corps de souffrance comme un champ énergétique autonome, tu vois ? Oui, un bagage émotionnel très lourd. Constitué de toutes les douleurs passées qui n'ont pas été pleinement acceptées sur le moment. Ce fameux gremlin intérieur qui hiberne. Ce qui est fascinant ici, c'est que le concept du corps de souffrance s'aligne étonnamment bien avec des théories scientifiques très modernes, notamment sur la régulation du système nerveux et les traumas corporels. Vraiment, la science rejoint la philosophie sur ce point. Tout à fait. Quand une émotion intense n'est pas traitée au moment de son apparition, elle laisse un résidu. Ce résidu s'accumule. Et l'aspect le plus sombre de ce mécanisme, c'est vraiment sa propension à l'autopréservation. Il veut survivre, comme n'importe quel organisme. Voilà, ce corps de souffrance a besoin de s'alimenter régulièrement. Et sa nourriture de prédilection, c'est la négativité, le conflit, la douleur. Alors, mais ça explique tellement de comportements humains qui semblent totalement irrationnels de l'extérieur. Prends un dîner de famille, par exemple. Le grand classique. Tout se passe super bien et soudain, une remarque mais complètement anodine sur la cuisson du rôti déclenche une crise existentielle, des hurlements et le rappel de conflits vieux de 20 ans. C'est irrationnel, en apparence. Rationnellement, personne ne veut ruiner sa soirée. Mais le corps de souffrance, lui, il était affamé, quoi. Il a saisi la moindre petite faille pour se réveiller, s'emparer du contrôle cognitif et forcer la personne à générer un drame immense juste pour se nourrir de cette énergie chaotique. C'est terrifiant quand on le décrit comme ça, mais c'est très juste. Nos propres blessures orchestrent notre sabotage. C'est littéralement une addiction à la souffrance. Une addiction, carrément ? Oui, parce que le mental s'identifie tellement à ce rôle de victime ou d'agressé qu'il perçoit l'apaisement comme une menace à sa propre identité. Pour l'ego, lâcher la colère signifierait perdre une partie de ce qu'il considère comme lui-même. Mais du coup, comment on fait ? La solution face à cette attaque interne, ça demande une manœuvre assez contre-intuitive, si je comprends bien. Exactement.
L'instinct habituel, c'est de combattre l'émotion négative ou, à l'inverse, de s'y vautrer en justifiant mentalement notre colère. Genre, j'ai raison d'être en colère, regarde ce qu'il m'a fait. Voilà. Mais la pratique suggérée par Tolle, c'est de porter une attention focalisée et neutre directement sur la sensation physique de l'émotion, sans la juger. D'accord. Donc concrètement, au lieu d'alimenter la radio en disant je suis furieux parce qu'il a osé critiquer ma recette et qu'il me rabaisse toujours », On déplace le projecteur. on scanne son corps. On observe la boule de chaleur dans l'estomac, la tension dans la mâchoire, la respiration qui s'accélère. On devient le biologiste de sa propre colère, en quelque sorte. Mais attends, est-ce que le simple fait de regarder une tension physique, ça suffit vraiment à désactiver une charge émotionnelle qui date de plusieurs décennies? Ça paraît presque trop beau, je suis d'accord. Ouais, c'est un peu dur à avaler comme ça. Mais en fait, c'est une question de déplacement de la charge cognitive. C'est une histoire de couper l'alimentation. Le corps de souffrance, il a absolument besoin de nos pensées et de notre inconscience pour exister. La rumination mentale, c'est son carburant. Ok. Dès l'instant où toute notre capacité d'attention consciente est dirigée vers le ressenti physique pur, on lui coupe les vivres. L'émotion est ressentie dans sa totalité, oui, mais sans écran mental. L'attention soutenue agit comme un solvant. Donc le parasite perd sa source d'énergie. Exactement. Et la charge émotionnelle commence à se dissiper. Non pas par la force ou en la refoulant, mais simplement par l'exposition à la lumière de la conscience. C'est fou. Mais sachant qu'une mécanique pareille opère en nous, souvent à notre insu, on cherche inévitablement des tactiques de survie. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour notre quotidien? Il faut des outils concrets. Ah oui. Comment on fait pour pas se faire aspirer par la radio mentale ou dévorer par le corps de souffrance, je sais pas moi, en plein milieu de sa journée de travail ou dans les embouteillages? Et nos documents détaillent 3 portails principaux pour accéder à ce fameux moment présent. 3 voies d'accès, oui. Le premier, c'est le corps intérieur. On nous demande de focaliser notre attention sur l'énergie vitale ressentie à l'intérieur de nos propres mains ou de nos pieds. Le deuxième portail, c'est le silence. Écouter activement l'espace vide entre les sons. Et le troisième? Le troisième, c'est l'acceptation totale de la réalité. Mais on va y revenir. Restons sur les 2 premiers. Se concentrer sur l'énergie au bout de ses doigts, Ça a l'air trop simple. franchement, ouais. Ça a l'air d'un exercice spirituel, léger, presque naïf. Comment ça peut être une arme efficace contre une spirale d'angoisse paralysante? Et je comprends le doute, mais c'est pas naïf du tout. C'est neurologiquement impossible de suractiver l'amygdale. Notre centre de la peur, c'est ça? Oui, le centre de la peur et de l'alerte. C'est impossible de le suractiver tout en engageant pleinement les zones du cerveau qui sont liées au traitement sensoriel direct de l'instant présent. En se concentrant intensément sur la sensation de vie, sur les picotements ou la chaleur dans ses mains, on désactive littéralement le réseau du mode par défaut de notre cerveau. Attends, le réseau du mode par défaut. C'est ça l'infrastructure de notre fameuse radio mentale? Précisément. C'est ce réseau neuronal qui s'allume spontanément quand on ne fait rien de spécifique. Et c'est lui qui commence immédiatement à générer de la rumination, des projections dans le futur, des scénarios sociaux complètement imaginaires. Ah ouais, le fameux truc de refaire la conversation de ce matin sous la douche. Exactement. Et notre capacité d'attention consciente est limitée. C'est un canal unique. L'attention sensorielle pure, comme ressentir l'intérieur de son corps ou écouter le silence entre le bruit des voitures, ça demande une bande passante cognitive très importante. Le cerveau est obligé de choisir du coup. C'est ça, l'ancrage dans le corps intérieur court-circuite ce réseau du mode par défaut. Les angoisses perdent leur électricité. Et puis le corps vit exclusivement dans le présent. Bah oui, il peut pas être ailleurs. Tes mains se souviennent pas des insultes d'hier, elles s'inquiètent pas de ta retraite dans 20 ans, elles sont là, maintenant. Elles sont l'encre parfaite. L'encre parfaite, c'est une super image. Et le portail du silence, j'imagine qu'il fonctionne de la même manière, non? Absolument de la même manière. Dans un métro bondé, au lieu d'être agressé par le bruit, on cherche à entendre l'espace sonore qui permet à ce bruit d'exister. C'est un changement de focalisation de l'avant-plan vers l'arrière-plan de la réalité. C'est brillant. C'est un changement de perspective immédiat. Et bon, ça nous amène au troisième portail. Et là, on entre dans la zone de turbulence maximum. Le portail de l'acceptation ou du lâcher-prise. Le fameux lâcher-prise, oui. Le postulat de nos sources, c'est que face à l'adversité, face à une situation qui nous déplaît, il n'y a que 3 options saines. On la quitte, on la change ou on l'accepte totalement. Et tout le reste est à proscrire. C'est ça. Tout le reste, c'est-à-dire se plaindre, résister intérieurement, se sentir victime, c'est qualifié de folie pure et d'autosabotage émotionnel. C'est un algorithme décisionnel vraiment implacable. Cela soulève une question importante sur la position de victime. Ce triptyque
quitter, changer, accepter, il élimine complètement l'espace dans lequel l'ego et le corps de souffrance s'épanouissent. Parce qu'ils adorent cet espace-là, non? Ah, l'ego adore l'entre-deux. Il adore rester dans une situation misérable tout en s'en plaignant amèrement. Ça lui donne de l'importance. Une histoire à raconter, une identité d'opprimé. L'algorithme, lui, force à prendre la responsabilité totale de son état intérieur. Ok, mais poussons la logique de nos sources jusqu'au bout, parce que j'ai une réserve. Accepter un mur de briques parce qu'on ne peut pas passer au travers, bon, c'est de la physique, c'est hyper pragmatique. Bien sûr. Mais qu'en est-il d'accepter une injustice sociale profonde, ou une maltraitance au travail, un système oppressif? Le mur ici, il est moral, il n'est pas physique. Si on dit à des individus, pour le coup, qui souffrent objectivement, que la seule option saine, c'est l'acceptation totale, Je vois où tu veux en venir. est-ce que ça ne devient pas une philosophie dangereusement complaisante? Franchement, ça ressemble furieusement à de la soumission. Est-ce que c'est pas l'outil parfait pour maintenir un statu quo toxique en disant aux gens de simplement s'occuper de leur paix intérieure et d'accepter l'inacceptable? C'est l'objection la plus courante, et c'est un point fondamental à éclaircir. La confusion, elle réside vraiment dans la définition même du mot acceptation. Comment ça? L'erreur commune, c'est de confondre l'acceptation de la réalité de l'instant présent avec la résignation face à l'avenir ou la validation morale d'une injustice. Ah, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. L'acceptation dont parlent nos documents ne concerne que le maintenant. Pour prendre une image, si tu es bloqué dans la boue, l'acceptation ne consiste pas à dire « Oh, j'adore la boue, je vais rester ici pour toujours, c'est moralement juste d'être dans la boue. Ok, ça c'est la soumission. » Voilà. L'acceptation, elle, consiste simplement à dire « En ce moment précis, je suis dans la boue. C'est un fait. » C'est l'abandon de la résistance interne et stérile. Tu sais, toutes ces pensées du type « Oh, c'est pas juste, ça n'aurait pas dû m'arriver, je déteste la météo d'aujourd'hui. » Oui, les pensées qui changent rien au fait qu'on a les pieds dans la boue, quoi. Exactement. Cette résistance interne, elle draine une quantité phénoménale d'énergie psychique. C'est épuisant pour le corps et l'esprit. Donc, l'acceptation, au fond, c'est juste un diagnostic clinique de la réalité immédiate. On arrête de se disputer avec les faits. C'est joliment dit. Et c'est surtout le prérequis absolu pour une action efficace. En acceptant totalement que la situation est ce qu'elle est à cet instant précis, à l'instant T, on cesse de nourrir son corps de souffrance. L'énergie qui était gaspillée dans la frustration redevient disponible. Pour faire quelque chose d'utile. Exactement. C'est à partir de cette clarté d'esprit, dépourvue de drame émotionnel, qu'on peut appliquer les deux autres options de l'algorithme, à savoir changer la situation ou la quitter. L'action qui naît de la paix intérieure, de cette clarté stratégique, elle est infiniment plus puissante pour corriger une injustice sociale ou fuir une dynamique toxique. Bien plus puissante que l'action née de la rage aveugle. Ou de l'anxiété et de la position de victime. La soumission, c'est une passivité amère. Le lâcher-prise, c'est une lucidité active. C'est une nuance monumentale. Ne pas se disputer avec la réalité pour garder toute son énergie afin de la transformer ensuite. Waouh! Eh bien, on a couvert un terrain immense aujourd'hui, et si on synthétise cette expédition dans les abysses de la psychologie humaine, pour notre auditoire, le tableau de bord est assez clair. Très clair, oui. Premièrement, on n'est pas la petite voix dans notre tête. S'y identifier, c'est se laisser hypnotiser par une radio qui invente des menaces. Deuxièmement, le temps psychologique est le terrain de jeu de l'anxiété. C'est une illusion qui nous vole la seule chose réelle, à savoir l'instant présent. Ensuite, on a vu que nos traumatismes s'accumulent pour former un parasite, le fameux corps de souffrance, qui se nourrit joyeusement de notre attention inconsciente. Mais heureusement, la biologie est de notre côté. Ancrer son attention dans son corps physique ou dans le silence désactive littéralement le réseau cérébral responsable des ruminations. Et enfin, face aux tempêtes de la vie, le drame n'est jamais obligatoire. On quitte, on change ou on accepte sans réserve. Mais l'entre-deux, c'est qu'une prison volontaire. C'est un résumé qui capture parfaitement la feuille de route vers la désidentification. Retrouver le rôle de l'observateur silencieux, au fond, c'est récupérer son libre arbitre face à des décennies de conditionnement neurologique et social. C'est cesser de réagir mécaniquement pour commencer à vivre consciemment. Et justement, cette idée de vivre comme un observateur silencieux et serein, Oui. ça soulève une dernière réflexion, un véritable vertige pour ceux qui nous écoutent. Ah bon? Laquelle? Si notre essence la plus profonde trouve la plénitude absolue dans l'acceptation totale de ce qui est, et qu'on arrive à court-circuiter définitivement toute projection anxieuse ou insatisfaite vers l'avenir, D'accord, je vois où tu veux en venir. que se passe-t-il avec les grands moteurs de l'humanité?
l'ambition dévorante, la création artistique poignante qui naît souvent de la douleur, ou même le désir farouche et obsessionnel de progrès technologique et social? C'est une excellente question. Le besoin inhérent de bâtir un monde meilleur, est-ce que ça ne nécessite pas par définition une profonde insatisfaction face au présent? Est-ce qu'on peut véritablement changer le monde si on est en paix parfaite avec lui tel qu'il est là, tout de suite? C'est un sacré paradoxe. Une question fascinante laissée en suspens, alors que, inévitablement, la radio de notre mental cherche déjà à capter sa prochaine fréquence.